Très heureuse de vous savoir très nombreux sur les antennes du Molière Canal pour vous informer. Bien avant toute chose, voici les sommaires. C'est ce lundi 7 septembre 2020 qu'a débuté les épreuves proprement dites des examens d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique a donné les go de ces examens dans un établissement d'enseignement à Lubumbashi, dans les Haut-Katonga. C'est tout pour le sommaire, les détails c'est tout de suite. Ouvrons cette édition du journal par cette information. Appelé à répondre aux questions des journalistes rwandais, Paul Kagame, l'actuel président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, s'est dit favorable à la candidature de la RDC à la CAE. Gérard Sangwa nous fait le point. À l'occasion d'une séance télévisée des questions et réponses des journalistes rwandais, le dimanche 6 septembre 2020 dernier, Paul Kagame a été appelé à répondre à la question sur la candidature de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui regroupe le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Le président rwandais s'est dit favorable à la candidature de la République démocratique du Congo. Approché à ce sujet, un expert des questions diplomatiques en République démocratique du Congo fait ici ses analyses y afférentes. Si nous essayons de situer les contextes dans lesquels le Rwanda a pris la RDC, vous devez comprendre que les intérêts des États sont pratiquement beaucoup plus préservés par les chefs d'État. À ce niveau-là, je crois que les relations qui existent entre le Congo et la RDC par rapport aux chefs d'État semblent être vraiment des bonnes relations. Mais au niveau de la population, il y a eu des tensions, pas plus qu'hier avec les propos tenus par l'ambassadeur rwandais. Alors ça étonne les gens de voir les Rwandais appuyer la candidature de la RDC. Et c'est peut-être une manière de chercher comment laver pratiquement l'image qui a été salie par l'ambassadeur rwandais. Et c'est dans ces contextes-là que nous pouvons comprendre la réaction du Rwanda. Pour rappel, la CIA avait été lancée en 2010, son propre marché commun des biens, du travail et des capitaux de la région. La région de l'Afrique de l'Est couvre une superficie de 1,8 million de kilomètres carrés avec une population d'environ 150 millions et dispose d'importantes ressources naturelles. Le siège de l'organisation actuelle dirigée par Paul Kagame est à Arusha en Tanzanie. Durant son règne, il n'y avait pas de mouvements de rébellion et tribalisme. Aussi, c'était un régime dictatorial. Telles sont les grandes lignes que les Congolais gardent de Joseph Désiré Mobutu, qui totalise ses jours 23 ans depuis sa mort. Jean-Christ Abedi pour plus de détails. 7 septembre 1997, 7 septembre 2020, cela fait déjà 23 ans, jour pour jour, depuis que mourut Joseph Désiré Mobutu, des suites d'un cancer de prostate. Célèbre pour son instauration d'un régime autoritaire à parti unique, les mouvements populaires de la révolution MPR, le monde en général et les Congolais en particulier gardent de Mobutu la dictature et l'absence de rébellion et tribalisme au sein du territoire du pays. Ces acteurs et analystes politiques rencontrés nous font part de ce qu'ils ont retenu de ce grand homme de la politique congolaise. Continuons à garder une pensée pieuse à l'égard de la mémoire de feu maréchal Mobutu, qui nous a démontré que les Congolais peuvent vivre en unité et dans la paix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec Mobutu, nous avons été intoxiqués par les Occidentaux de nous faire voir qu'il était dictateur pour leurs intérêts égoïstes, mais en réalité, nous rendons compte que la situation s'est empirée aujourd'hui par rapport même à l'époque de Mobutu. Le bilan, il est contrebalancé. Il a une tendance négative et une tendance positive. C'est que nous prenons la liberté, nous prenons une manière où nous voulons balayer le côté négatif du bilan du maréchal Mobutu. Comme Congolais, il a géré de la manière dont il a géré, il a fait son temps, il nous a évité des guerres,
pas, parce qu'à son temps, le Congo était toujours convoité par des ennemis de part et d'autre. Nous avons quand même fait une partie on fait des années sans de guerre, ça a été quand même quelque chose de positif. Malgré que son règne est vu d'un côté négatif par certains, Joseph Désiré Mobutu est resté gravé dans la mémoire des Congolais. Et un enseignement primaire, secondaire et technique comme prévu par les calendriers réaménagés de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Si c'est lundi 7 septembre 2020 qu'a débuté sur toute l'étendue de la RDC la session ordinaire de l'examen d'État édition 2019-2020. Le ministre national de l'EPST, Willy Bakonga, a donné les coups d'envoi de ces épreuves dans la province du Haut-Katanga. Francine Toumba signe ce reportage. Au total, 667 élèves finalistes affrontent les épreuves de l'examen d'État édition 2019-2020 sur toute l'étendue de la République. Le lancement officiel de la session ordinaire a eu lieu ce lundi 7 septembre au complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi dans le Haut-Katanga par le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Accompagné du gouverneur de province, Willy Bakonga a été accueilli par le ministre provincial de l'Éducation et autres autorités éducationnelles de la province. Au nom de tous les élèves de la RDC, une élève a prononcé un mot à cette occasion. Grâce à votre détermination, vous avez défendu et justifié sur tous les fronts que 150 jours de classe avaient été accomplis et qu'il n'en restait plus que 30 à réaliser. C'est ainsi que, toujours soucieux de l'avenir de la jeunesse, le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a finalement décidé de la reprise des activités de l'année scolaire en cours. L'inspecteur principal provincial a présenté au ministre de l'EPST la malle contenant les items, puis s'en est suivi l'ouverture de cette caisse. Dans son speech, le ministre national de l'EPST a réitéré son choix du lancement de ces épreuves dans le Haut-Katanga. Chers élèves, vous l'avez bien dit que nous avons frôlé de succès une année blanche. Beaucoup n'y croyaient pas, mais nous, vous et nous d'ailleurs, nous y avons cru jusqu'au bout. Nous voici aujourd'hui à Lubumbashi pour le coup d'envoi de la grande session ordinaire de l'examen d'État édition 2020. Ces épreuves se déroulent dans le respect de mesures barrières. Il faut signaler que le Haut-Katanga compte 60 000 élèves pour cette édition 2020. Restons toujours dans ce même chapitre. À Likasi, les coups d'envoi de l'examen d'État édition 2019-2020 a été lancé par le maire de cette ville, cité en présence de l'inspectrice générale adjointe chargée de la formation venue de Kinshasa et d'autres responsables de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Au total, 5300 candidats finalistes prennent part à ces épreuves. Consolation Kachala depuis Likasi signe ce reportage. Après la présentation des épreuves de la hors-session des examens d'État, la semaine allant du 31 août au 5 septembre 2020, ça y est, c'est la session ordinaire prévue traditionnellement pour 4 jours qui a débuté ce 7 septembre avec l'examen des cultures générales. Pour y parvenir, 5300 finalistes ont chacun rejoint l'un des 20 centres ouverts pour la circonstance. Le maire de Likasi, Pete Kapande Idisbald, a lancé les Exétats édition 2020 dans sa juridiction avec un message d'encouragement aux finalistes, mais particulièrement aux filles que le numéro 1 de Likasi souhaite qu'elles étudient jusqu'au dernier cycle universitaire. Accompagnée de l'inspectrice générale adjointe de l'EPST en charge de la formation, Béatrice Ndaya Biamboui, venue de Kinshasa, cette dernière a renchéri dans ses propos dans le même ordre d'idées, signalant toutefois comparativement au nombre de candidats attendus pour la hors-session et cette session ordinaire, la ville de
l'ICASI a enregistré un manquant d'effectifs de près de 800 élèves finalistes qui n'ont pas présenté ces épreuves et qui, pour certains, ont abandonné pour des raisons non connues de tous. Parmi les à côté enregistrés, c'est cet élève finaliste qui a connu un malaise à son centre de passation. Ce dernier stressé a fait une épistasie ou le saignement du nez. Il est à noter que le programme des examens d'État prévoit pour le deuxième jour les épreuves basées sur les branches spécifiques, le troisième jour les sciences et enfin le quatrième jour les langues. Nous ne pouvons que dire bonne chance et plein succès à tous les élèves finalistes de l'ICASI et ceux du territoire de Kambove en particulier. Rendons-nous à présent dans la commune urbano-rurale de Kipushi. Au total, 2500 élèves finalistes répartis en 403 centres de Kipushi étaient attendus. L'administrateur de la commune a donné les coups d'envoi de ces épreuves ce lundi 7 septembre 2020 à l'Institut Foura. C'est un reportage de Richard Ilunga rendu ici par Gisèle Kabongo. C'est ce lundi 7 septembre qu'a eu lieu les épreuves des examens d'État pour la session ordinaire sur toute l'étendue du territoire national. À Kipushi, les épreuves s'est passées dans la quiétude. C'est dans cette optique que l'administrateur du territoire a fait descendre sur terrain pour voir le déroulement de ces épreuves. Le lancement a eu lieu à l'Institut Foura par Christian Mouchota, l'administrateur de Kipushi, qui a effectué juste après la ronde de quelques centres pour encourager les élèves finalistes. Vous allez tous réussir, n'est-ce pas? Oui. Pour réussir, il faut faire quoi? Il faut travailler. Ça va. Je suis venu avec ma délégation pour vous apporter le message du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Partout en République démocratique du Congo, les élèves de 6e sont en train de présenter des examens d'État. C'est une opportunité qui vous est donnée pour réussir. Donc, soyez concentrés, lisez très bien, ce n'est pas une matière nouvelle. Ce sont les épreuves d'examen d'État, ce n'est pas la mer à boire. Concentrez-vous, vous allez voir que vous allez tous réussir. Même. Il faut signaler que l'administrateur du territoire était accompagné des inspecteurs chefs des poules et quelques autorités scolaires de la commune urbano-rurale de Kipushi. Et dans la ville de Kananga, la session proprement dite des examens d'État a bel et bien eu lieu dans la province du Kasaï central. C'est le gouverneur des provinces qui a donné les go de ces épreuves et a effectué une ronde dans différents centres d'examen. Soleil Toumba nous fait le point. C'est dans un contexte particulier que ces épreuves d'état session proprement dites se déroulent au Kasaï central. Sur 25 979 élèves inscrits, 20 135 dont 5 764 filles ont répondu présents dans le centre de passation des épreuves. Pour les absences, on note 5 845 dont 1484 filles qui représentent 25% des filles absentes. Parmi eux se trouvent également ceux du cycle court. Léon Tosso Soloyinda, directeur provincial de l'EPST Kasaï central, tente ici de motiver cette situation. Vous savez, ces derniers temps, il y a un désintéressement des enfants vers les cycles courts. Tout le monde veut faire le cycle long et tout le monde veut faire l'université. C'est une culture qui est en train de naître dans la tête des enfants. Le temps qu'on a passé à la maison avec le confinement, à peu près 5 mois, il y a des enfants qui se sont déplacés d'un midi à un autre. Il y en a qui se sont mariés. Il y en a qui ont décidé tout simplement d'abandonner les études et de s'adonner à la vie courante, au commerce et aux autres affaires. L'autorité provinciale, le professeur Ambroise Kamoukouni Moukinaï, qui a donné le go à travers la ronde effectuée dans différents centres de passation des épreuves d'État dans sa province, donne ici la particularité. La particularité aussi de notre province, c'est que, vous savez, notre province traverse une situation difficile, particulièrement difficile, autrement aux autres. Vous avez vu, avec la fermeture des frontières, avec les difficultés de circulation, la situation est un peu plus difficile sur le plan financier, et ce qui met les nombreuses familles en difficulté. C'est une particularité. La particularité, c'est que ça ne se passe pas dans les conditions normales.
Chibola Chimanga Naomi du complexe scolaire Paulin de l'Éternel, considéré comme la première à sortir du centre Kananga 1, parle d'un examen abordable. Aujourd'hui, on avait l'examen des ciments et éthique. Bon, c'était bien passé. On a posé comme question, c'était des matières déjà vues à l'école. Signalons que pour le premier jour consacré à la culture générale, aucun incident n'a été enregistré sur toute l'étendue de la province du Kasaï central. Au sortir des salles d'examen, quelques élèves finalistes se disent satisfaits de la passation de l'épreuve du jour. Suivez. L'examen d'aujourd'hui était tellement facile. Il n'y avait pas de choses qui étaient difficiles. Civisme, histoire et philosophie. J'ai fait la révision des matières, c'est ça. L'examen était bien. C'était la culture générale. C'était très bien. J'avais bien travaillé. Non, j'ai dit merci à mes parents. Mes parents qui attendent seulement pour aller la réussite, les diplômes même, c'est ce que j'attends ici. Aujourd'hui, on avait l'examen de culture générale. L'examen était bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Je vais leur tout simplement demander de prier avec la grâce de Dieu, qu'ils puissent seulement s'attendre à la réussite parce que nous croyons que nous avons déjà réussi. Changeons de chapitre à présent. La force reste la loi. Malgré leur multiplicité, ils ne peuvent pas passer devant moi. Tels sont les propos du commissaire provincial de la police nationale congolaise, Congo central, le général Placide Nyembo, dans un entretien avec Benjamin Mwamba. Mon travail, c'est de mettre hors l'état de nuire tous ceux qui mettent en mal la quiétude de la population du Congo central. Mais le Koulouna est là pour tuer, le Koulouna utilise les machettes, le Koulouna utilise les bâtons, le Koulouna s'attaque à la paisible population du Congo central. Mais le Koulouna ne peut pas passer devant moi. Ce n'est pas prétentieux, j'ai les moyens pour le faire. J'ai des hommes pour le faire, j'ai des moyens pour le faire. C'est pourquoi j'ai rappelé à la troupe qui détient ces moyens-là de me faire le travail, de m'arrêter ces Koulouna, de mettre fin à ce concept. Moi, je ne voudrais pas entendre de mes oreilles que les Koulouna existent encore au Congo central. Ça, c'est un défi que je me donne et que je dois relever. Voilà. Mesdames et messieurs, poursuivons cette édition du journal. Un sac de ciment qui s'est vendu à 15 000 francs est passé actuellement à 20 000 francs congolais vers 21 000 francs. La cause de cette hausse serait la fermeture de la base Bilanga à la frontière de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Plus de détails, c'est dans cet élément de reportage signé par Gisèle Kabongo. Depuis la fermeture de la base Bilanga à Kasumbalesa, qui favorisait les fraudes douanières à la frontière, il se constate depuis un temps sur le marché louchois la hausse des prix des sacs de ciment qui jadis se vendaient à 15 000 francs congolais, se négocie actuellement à 20 voire 21 000 francs congolais, comme l'explique ici un opérateur économique rencontré. Auparavant, on payait à Bilanga des sacs de ciment à $1 américain. À la douane, les prix étaient de $2, voire 2,5. Depuis que Bilanga est fermé, nous sommes rentrés tous à la douane. Ici, on achète le sac de ciment à 6,2 et la déclaration est de 2,5. Le transport peut aller à 1,4. Ajouter à cela les taxes à payer au service de l'État, nous pouvons arriver à 9,8. Voilà pourquoi nous fixons le prix d'un sac de ciment à 20 000 francs congolais, voire même 21 000 francs. 20 000 francs. 20, 21. Cet opérateur économique salue la fermeture de la base Bilanga qui serait, selon lui, un ouf de soulagement pour le gouvernement congolais. Par le fait que les choses se passent à la douane, nous sommes très contents, car à Bilanga, il y avait la tracasserie. Suite à la fermeture de Bilanga, l'argent va entrer dans les trésors publics.
Et dans les secteurs des transports en commun, il s'observe depuis un temps à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, la disparité du prix des transports en commun chez certains chauffeurs. C'est un constat de Laetitia Kalenda. Certains chauffeurs de transport en commun à Lubumbashi dans le Haut-Katanga œuvrant dans certains parkings ne respectent pas les prix des transports en commun fixés par la mairie de Lubumbashi. Au lieu de 500 francs congolais, les passagers payent 1000 francs dans des tronçons à moins de 5 km, chose que condamne les chefs des services urbains de transport et voies de communication tout en mettant en garde les récalcitrants. C'est vrai que nous avons constaté certains chauffeurs heureux qui ont profité parce qu'il y a eu un semblant de hausse de prix de carburant pour augmenter, voire même doubler le prix de transport. Dans nos calculs, parce que vous devez savoir que même si on pratique aujourd'hui les 500 francs sur un trajet de moins de 5 km, ils sont déjà à la hausse de prix. Le seul arrêté qui est encore en vigueur aujourd'hui fixe à 300 francs un tronçon de moins de 5 km. Donc c'est déjà... nous avons fait des études par rapport à ça. On a trouvé que en 2018, le prix de carburant coûtait 1840 francs le litre. Aujourd'hui, nous sommes à 1820. Il n'y a aucune raison pour que nous puissions directement passer du simple au double. Des litres de carburant ayant baissé les prix aux conducteurs de véhicules des transports en commun de respecter les prix fixés par la mairie, a martelé les chefs des services urbains de transport et voies de communication Bavon Bavou. Et dans les restes de l'actualité, commémoration à l'échelle mondiale, c'est 7 septembre 2020 de la journée mondiale de la myopathie des Duchenne. Cette dernière touche généralement le système nerveux central chez les individus et affaiblit petit à petit les systèmes musculaires. Plus de détails, c'est dans cet élément de reportage signé par Corinne Telly. Mobiliser l'opinion publique, collecter des financements pour lutter contre cette maladie, tel est l'objectif de la journée mondiale de la myopathie de chêne, célébrée chaque 7 septembre de l'année. Étant une pathologie d'origine génétique qui touche le muscle, elle se manifeste par une faiblesse musculaire. Contacté à l'occasion, un personnel soignant donne ici les causes et les modes de prévention et de traitement de cette pathologie. Ce sont des pathologies qui sont caractérisées par une atrophie musculaire grave à évolution progressive. Et surtout, ce sont les muscles volontaires, entre autres le muscle qu'on appelle les muscles rouges, les muscles striés qui dépendent du système nerveux central. Parce qu'il y a des muscles lisses qui dépendent du système nerveux autonome. Mais ici, une atteinte de ce muscle-là, caractérisée par cette atrophie, est rare. Ici, la cause, c'est une cause multifactorielle. Parce que surtout, ce sont des muscles qui sont volontaires, comme je l'ai dit. Ça dépend du système nerveux central. Or, ici, toute atteinte, que ce soit la sénilité, l'absence de certains comburants, parfois une atteinte cérébrale, d'autres pathologies comme la maladie de Brooklyn, il faut toujours une rééducation, parfois la kinésithérapie, ou bien la psychothérapie de soutien, ou bien l'entretien pour les gens qui sont déjà au-delà d'un certain âge. À noter que cette dernière touche généralement les hommes comme les femmes, mais ne peuvent les transmettre à leur descendance. Et pour terminer, déclaré le 7 septembre 1822, le Brésil, le plus grand pays des États d'Amérique latine, a été reconnu indépendant le 29 août 1825. Plus de détails, c'est dans ces commentaires de Jean-Paul Mungalo. Le Brésil est le plus grand État d'Amérique latine à cause de son étendue, derrière la Russie, le Canada, les États
États-Unis et la Chine, avec une superficie de 8 514 876 km². Ces pays couvrent près de la moitié du territoire d'Amérique latine, partageant des frontières avec l'Uruguay et l'Amérique du Sud. Les Paraguay au sud-sud-ouest, la Bolivie à l'ouest-sud-ouest, le Pérou à l'ouest, le Venezuela au nord-ouest, la Guyana au nord-nord-ouest, les Suriname et la France au nord, soit la plupart des pays du continent, sauf le Chili et l'Équateur. Il compte également une croissance élevée de la démographie, avec 209 millions d'habitants. Ancienne colonie portugaise, le Brésil a pour langue officielle le portugais, alors que la plupart des pays d'Amérique latine ont pour langue officielle l'espagnol. Devenu république autonome, le pays accède à son indépendance le 7 septembre 1822. En dépit de la taille de son économie, le Brésil reste l'un des pays où l'inégalité sociale et économique sont parmi les plus élevées du monde. Riche en ressources naturelles, le Brésil a été identifié comme étant une nouvelle puissance pétrolière. Ici est de rappeler qu'avant sa découverte par les Portugais en 1500, on estime que le territoire actuel du Brésil a été habité par environ 2 millions d'Amérindiens répartis au nord et au sud. Le Brésil est considéré comme un des pays rares à présenter les potentiels pour devenir un jour une superpuissance mondiale. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur les antennes des Molières Canal. Merci de nous avoir suivis de partout. Je vous convie à suivre une page magazine juste après cette édition du journal. Dans le cadre de sa mission officielle dans le Lualaba, le vice-ministre du Budget a accordé plusieurs audiences aux autorités politico-administratives de cette province. Lundi 25 août dans la soirée, le professeur Félix Momat, vice-ministre du Budget et médecin de son État, a rencontré les syndicalistes de médecins de la province du Lualaba. Ces hommes en blouse blanche sont venus plaider pour la paix des primes des risques de leurs collègues. Nous avons tenu à présenter les différents problèmes que rencontraient nos syndiqués, notamment en termes d'alignement à la prime de risque et la situation de certains de nos syndiqués qui étaient bloqués à la prime de risque depuis octobre 2018. Dans la matinée du mardi 26 août, le vice-ministre du Budget a reçu les doléances des universités et instituts supérieurs du Lualaba. D'abord, le recteur de l'université des Kolwezi, le professeur Kachala, qui est venu plaider auprès du vice-ministre pour la mécanisation du personnel, dont seuls 72 agents sur 368 sont mécanisés. Vous l'ignorez peut-être, mais nous avons environ 368 agents. Et de ces 368, il n'y a que 72 qui sont mécanisés. Et ça, c'est un poids pour l'institution, parce que le personnel ne vit pratiquement que de la petite prime que nous pouvons, n'est-ce pas, leur octroyer. Ensuite, le directeur général de l'ISTA Kolwezi, le professeur Kiseya Chikala, qui a remis un mémorandum auprès du vice-ministre reprenant les différentes revendications de son institution, parmi lesquelles la mécanisation du personnel et le non-paiement de nouvelles unités. Effectivement, parmi notre personnel, il y a ceux-là qui sont mécanisés et qui ne sont pas payés, d'autres qui sont mécanisés et qui sont sous-payés. Il y a des nouvelles unités et tous ces problèmes, nous les avons mis dans un mémorandum que nous venons de lui déposer.
Juste après, ce sont les jeunes de la Fondation des jeunes leaders entrepreneurs venus remettre un diplôme d'excellence au vice-ministre du budget Félix Momat pour l'intérêt qu'il porte à la jeunesse. Ayant appris votre nomination au poste de vice-ministre national du budget dans le gouvernement Ilunkamba, nous souhaitons par la présente vous féliciter pour cette grande réussite. Votre travail, votre implication, vos expériences professionnelles à la gestion de la chose publique ont été récompensées et vous méritez amplement cette nouvelle distinction. Dans la soirée, 3 ministres de la province du Olomami, dont celui du budget, finances et santé, et Limuyambi, celui de la fonction publique, travail et prévoyance sociale, Ilunga Kongolo, et celui de la jeunesse, sport, loisirs, culture et arts, Kabamba Anani, ont été reçus par le vice-ministre du budget. Ces membres du gouvernement provincial du Olomami sont venus discuter avec le professeur Félix Momat des problèmes qui touchent directement leurs provinces respectives, entre autres l'absence des routes. Les quelques rares qui comptent le Olomami sont dans un état de délabrement très avancé. Ils ont aussi soumis les problèmes de la non-mécanisation du personnel qui occupe les postes de responsabilité dans la province. C'est une province qui a connu un peu de difficultés à ce qui concerne sa gestion interne. Il y a eu des problèmes du côté gouverneur. Au moment où nous parlons, nous sommes en train d'être gérés par un vice-gouverneur. Alors, la logistique du côté finance n'a pas suivi, ne nous a pas accompagnés. Et cette difficulté a fait que notre province soit en retard par rapport aux autres provinces. Le vice-ministre du budget, le professeur Félix Momat, a été lui aussi reçu le vendredi 28 août par Patrick Kakwata, ministre provincial de l'énergie, hydrocarbures, transport, voies des communications et pétentique au Lualaba. Le professeur Félix est venu féliciter son grand frère et ami promu à une haute fonction de l'État dans la province du Lualaba, élu député national sur la liste du regroupement politique Action alternative pour le bien-être AAB. Patrick Kakwata a fait rayonner ses regroupements politiques dans la province du Lualaba par ses multiples actions. Ensemble avec le ministre provincial Patrick Kakwata, Félix Momat a visité la chaîne de télévision Wangu TV. Le vice-ministre du budget a par la suite démarré une série de visites guidées qui a débuté au complexe scolaire Ewabora aux côtés de Fifi Masuka, vice-gouverneur du Lualaba. Une école construite en mémoire de Mouzi Laurent Désiré Kabila et l'œuvre du gouvernement provincial. Après Ewabora, la délégation s'est dirigée au quartier Golf où est érigé le bâtiment de l'Assemblée provinciale ainsi que le bâtiment qui abritera le bureau administratif de l'Assemblée provinciale et le service d'archivage. Le vice-ministre a ensuite visité l'Institut technique et médical du Lualaba qui compte en plus de 1500 étudiants. L'aéroport international de Lualaba, encore en construction, a été également visité. Ici, les travaux de construction prendront 1 année et demie. Professeur et médecin de carrière, Félix Momat a visité aussi l'université de Kolwezi, particulièrement la faculté de médecine et celle d'agronomie. Le vice-ministre du budget s'est aussi rendu au centre d'hébergement des miniers et de leurs produits nommé Centre Négoce, une initiative de l'ancien président Joseph Kabila pour mettre fin au marché pirate des minerais. Le professeur Félix Momat s'est ensuite dirigé vers l'hôpital général Mwangeji avant de clôturer la tournée au bâtiment du gouvernement provincial. Très satisfait des œuvres palpées, le vice-ministre du budget a salué l'effort des autorités provinciales dans le développement du Lualaba. La province du Lualaba est un exemple de leadership en matière de gestion et en matière de modernisation de nos provinces. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les richesses tant vanté du Lualaba profite réellement à la population. Avant de quitter le Lualaba, le vice-ministre du budget a personnellement félicité le gouverneur Richard Mouyej pour la transformation rapide et continue de cette province.